Nicolas Sauvage, bonjour. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un moment que les entreprises vivent parfois, qui est le plan social. Quand une direction vous appelle en disant « Maître, on doit faire un plan social », qu'est-ce que vous regardez en premier ? Alors d'abord, le plan social qu'on appelle aussi un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, même si le mot est un peu un oxymore, parce qu'en fait on sauvegarde en général pas grand-chose, on a plutôt tendance à supprimer les emplois. Le PSE, dans la première chose qu'on va regarder, c'est le motif. Pour quel motif l'employeur a envie, a besoin, est contraint de faire comme ça un plan social. Et il faut savoir techniquement que ça s'appelle un PSE ou un plan social à partir du moment où on licencie plus de 10 personnes sur 30 jours, 10 personnes sur 90 jours ou 18 personnes sur une année civile pour motif économique dans une entreprise qui a plus de 50 salariés. Donc ça veut dire que toutes les entreprises de moins de 50 salariés, et par entreprise, on vise vraiment la société elle-même. Hein. Donc si un groupe a 15 sociétés qui ont toutes 40 salariés et qui licencie plus de 10 personnes dans une entreprise, il n'a pas besoin de mettre en place un plan social. Je ne rentrerai pas dans le détail de ce qui peut se passer sur des situations un peu compliquées ou un peu parfois frauduleuses d'organisation de plein de petites unités à 49 personnes, parce que ça, évidemment, ça ne marche pas. Mais disons que c'est circonscrit, le PSE, à des entreprises, on va dire, on est dans le ME de PME, on est dans l'entreprise moyenne. Elle a 50 et plus, elle a 80, 100, 200 salariés, voilà. Donc, votre question, c'est qu'est-ce qu'on regarde en premier ? D'abord, on regarde si il a plus de 50 salariés, parce que sinon, ça ne le concerne pas. Et ensuite, on essaye de comprendre, on essaye d'écouter, on essaye de, je vais dire ça d'une façon peut-être un peu vulgaire, mais on essaye de tirer les vers du nez pour essayer de comprendre vraiment la raison qui amène cet employeur à nous contacter en nous demandant de l'accompagner dans un PSE. En fait, j'ai coutume de prendre une métaphore quand un client vient comme ça m'interroger en me demandant de l'accompagner, de l'aider dans ce moment qui est un moment plein de stress, pas du tout agréable pour personne, ni pour nous, ni pour lui, ni pour les salariés qui seront concernés par le PSE, ni pour les salariés qui resteront. On va essayer en fait de comprendre ce qui le pousse à faire ça. Très souvent, la métaphore que j'utilise, c'est la métaphore du restaurant. Quand le client vient me voir en me disant « je voudrais faire un PSE », je lui dis « est-ce que quand vous rentrez dans un restaurant, vous expliquez au chef que vous voulez qu'il utilise une casserole en cuivre, un batteur électrique et la crème légère pour vous faire à déjeuner ?» Non, vous ne faites jamais ça, vous lui dites « je voudrais un sabayon ». Et ensuite, il se débrouille pour faire le sabayon. Donc, lorsqu'un employeur vient nous voir en nous disant « j'ai besoin de faire un PSE », je lui dis « attendez, on va voir si le PSE, là, vous me parlez de la qualité de ma casserole et de la crème légère que je vais prendre, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui vous conduit à penser que vous avez besoin d'un PSE ?» Et on rentre vraiment dans le détail de l'entreprise. Donc, ce qu'on va regarder en premier, c'est est-ce que son entreprise remplit les conditions de mise en place d'un PSE, sinon c'est pas la peine d'en discuter. Et si elle remplit les conditions, on va passer au deuxième stade qui est pourquoi ? C'est quoi le motif de ce PSE ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que quand quelqu'un vient vous voir et qu'effectivement il y a un PSE qui se prépare, est-ce que vous voyez tout de suite que c'est mal engagé ou qu'au contraire ça va bien se passer et pourquoi ? Oui, alors avec l'expérience, on est capable de savoir à peu près si ça va bien ou mal se passer. C'est vrai que c'est aussi l'avantage de venir nous voir nous, parce que c'est pas le premier qu'on fait. On en a fait, hélas, beaucoup. Et j'ai coutume de dire qu'on a malheureusement contribué à désindustrialiser notre pays, puisqu'on a fermé beaucoup d'industries, réduit des équipes de façon importante. Et on le sait tout de suite parce qu'on le comprend tout de suite à la façon dont l'entreprise, le groupe qui vient nous voir, se laisse faire avec confiance,
avec nous et en fait se livre en nous racontant le fond de sa pensée. Et le fond de sa pensée, c'est pas forcément ce qui va venir en premier. Et quand on commence à discuter avec lui et lui dire mais on va pas faire exactement comme vous voulez parce que pour l'instant on comprend toujours pas ce qui vous amène à ça et qui se laisse faire, alors on sait que le plan social, le PSE se passera bien parce qu'il nous écoute, parce qu'il nous fait confiance, parce qu'il comprend qu'on a une vraie légitimité, une vraie expérience sur le sujet, qu'on connaît les acteurs de terrain, on sait comment ça se passe en vrai. Un PSE, c'est un chapitre dans un livre de droit du travail, mais c'est beaucoup plus que ça. Ce qu'on raconte dans le chapitre, c'est ce que vous pouvez trouver sur Internet ou en interrogeant ChatGPT qui va vous expliquer la procédure de PSE. Là-dessus, j'ai pas de valeur ajoutée. Je me rappellerai même moins, probablement, les différentes bornes de la structure d'un plan social et de son planning précis que ChatGPT. En revanche, ce que ChatGPT vous dira jamais, c'est ce qu'il faut faire en amont du PSE, qu'il faut aller voir d'abord, comment s'entourer, etc. Donc, pour répondre à la question de façon simple, on sait si ça va bien ou mal se passer, s'il nous écoute ou s'il nous écoute pas. S'il nous écoute pas, qu'il a son idée, ça va mal se passer. Ça va mal se passer parce que, en fait, il nous demande notre appui, mais il n'écoutera pas nos conseils, donc il ne les suivra pas, et ça va partir en vrille. J'ai coutume de dire à ses clients, que je leur parle en français ou en anglais d'ailleurs, plus ils dépensent d'argent en amont du PSE pour le préparer, moins le PSE va leur en coûter après. Et pas dans des proportions équivalentes. Grosso modo, ils pensaient qu'ils allaient dépenser 50 pour faire le PSE, le mener jusqu'au bout et payer au total avec les indemnités, etc., 500 à leurs salariés. Et je leur dis, donc ça fait 550 de coût total, et je leur dis qu'en fait, s'ils dépensent 500, ou non, peut-être pas, mais 150 au début au lieu de 50, ils dépenseront même pas 200 à la sortie. En fait, plus ils dépensent tout de suite, plus ils investissent tout de suite dans des conseils, des gens qui les accompagnent, etc., moins ils dépenseront d'argent à la sortie, moins il y aura de contentieux, mieux ça se passera. Mais tous les clients ne l'acceptent pas. Tous les clients ne l'entendent pas, et donc c'est comme ça qu'on sait si ça va bien ou mal se passer. Mais je réponds quand même à une question que vous ne m'avez pas posée, mais je vais quand même y répondre. En fait, il faut voir de qui on parle pour dire ça va bien ou mal se passer. Et c'est un élément très important dans la version honnête qu'on peut avoir avec le client. Quand un client vient me voir et je sens qu'il ne m'écoute pas, ou qui ne veut pas faire ce que je lui propose, parce que je sais comment ça se passe. J'ai les entrées chez les préfets, les députés, les sénateurs, le ministre, pour aller les voir, pour leur expliquer ce qu'on va faire, qu'il va y avoir une certaine ampleur, et qu'il faut aller les voir à l'avance, et qu'il ne faut pas essayer de prendre les syndicats par le travers, parce que ça se passera mal, etc. S'il ne m'écoute pas là-dessus, je lui dis la chose suivante. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vous dis. Vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils. Mais en fait, ce que vous devez entendre, c'est que si vous ne suivez pas mes conseils, vous allez me rendre riche. Vous, ça va vous coûter une fortune. Mais moi, vous allez me rendre riche. Moins vous écoutez mes conseils, plus il y aura de contentieux, plus il y aura de problèmes, plus je vais intervenir, plus je vais vous facturer cher. Plus vous écoutez mes conseils, plus ça ira bien, plus ce sera silencieux, moins il y aura de scandales, et moins vous me payerez. Donc c'est quand même un peu contre-intuitif, mais c'est un élément important. Si je comprends bien, il n'y a pas qu'un impact financier sur les PSE pour les employeurs. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux au niveau d'un PSE que vous, avocats, gérez avec l'employeur pour mettre ce PSE dans de bonnes conditions de réalisation? Oui, alors vous avez raison, il y a plusieurs types d'impacts. D'abord, il y a le premier auquel on ne peut pas ne pas penser, qui est le sort des salariés qu'on va faire partir. Les salariés qu'on va faire partir, ça dépend évidemment du bassin d'emploi, mais quand on fait un plan social, un PSE en région parisienne, il y a tellement d'emplois disponibles partout que grosso modo, on peut se dire que les salariés vont tous retrouver assez vite, les salariés qui sont dans le bassin d'emploi en question, vont tous retrouver assez vite un emploi. Certes, c'est toujours un choc, c'est toujours désagréable pour eux, à titre personnel, ça les met en stress, mais l'emploi est là, il est présent et ils vont retrouver quelque chose très vite. Mais il y a des bassins d'emploi qui sont carrément sinistrés.
Donc quand on fait un PSE, la première chose à laquelle on pense, nous, c'est qu'on se dit « aïe, aïe, aïe », les gens qui vont être impactés par ce PSE se trouvent dans un bassin d'emploi sinistré, ils ne vont pas retrouver facilement d'emploi, et ça va rendre extrêmement tendues les relations. La négociation du PSE, on en parlera tout à l'heure, ça va rendre extrêmement tendue la relation entre les salariés et l'employeur, entre les syndicats de salariés et l'employeur, parce qu'en fait, les gens, on est au bord d'une falaise et on est en train de les pousser dans la falaise et ils savent qu'ils vont s'écraser en bas. Quand on est dans une zone très très active, par exemple à Marseille, à Lyon, vraiment dans une agglomération qui est très très active d'un point de vue industriel et commercial, il y a des emplois disponibles, les gens retrouveront. Si je vais jusqu'au bout, parce que vous me disiez c'est quoi les autres enjeux, donc d'abord c'est les salariés, ensuite ce sont les autorités locales. Et les autorités locales, c'est le maire de la commune, parce que quand on fait un gros PSE... Vous impliquez les élus dans la décision de PSE ? Ah oui, alors on implique les élus d'une manière qui est complètement contre-intuitive, parce qu'en fait, tel que c'est organisé aujourd'hui, avec toutes les règles qui enserrent la relation avec un CSE et la relation avec les syndicats, normalement, on devrait parler à personne du plan social, même pas aux avocats, avant d'en avoir parlé au CSE. Bon, c'est complètement idiot, c'est là où on voit les limites de la loi française. Ça a été mis en place, l'idée de toujours parler au CSE de toute mesure qui va impacter la marge générale de l'entreprise. C'est comme ça que c'est écrit dans le code. Ça a été fait avec une idée assez intelligente, qui était de faire en sorte qu'on ne vienne pas prévenir le CSE de quelque chose qui est complètement décidé, terminé, sur lequel il n'y a plus d'impact. Bon, très bien. Mais en fait, normalement, si vous parlez à votre CSE après avoir pris la décision, vous êtes ce qu'on appelle en délit d'entrave. Délit d'entrave qui est avec une sanction correctionnelle, qui n'est jamais prononcée, mais de manière rarissime et puis dans des situations particulières, mais normalement, vous devriez toujours parler à votre CSE avant. Or, alors pardon pour tous les acronymes, CSE, PSE, bon, si on respecte la loi, on ne peut pas faire un PSE. D'ailleurs, une journaliste m'avait interviewé un jour sur France Culture et elle avait retenu des 40 minutes de discussion qu'on avait faites juste cette phrase-là, et puis sortie de son contexte, j'avais l'air d'être un voyou qui respecte pas le droit. Très agaçant la façon dont les journalistes détournent et distordent des choses qu'on leur dit, mais bon. Mais si on respecte le droit français, on ne peut pas mettre en place un PSE, puisque théoriquement, on devrait parler au CSE avant de décider quoi que ce soit. En fait, évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Votre première question, c'était qu'est-ce que je pense quand un groupe vient me voir ? Il vient me voir, évidemment, il a parlé à personne. Que ce soit la direction d'une entreprise, que ce soit un groupe étranger qui veut faire une opération en France, il n'a parlé à personne. Il vient voir l'avocat qui est protégé par le secret professionnel en se disant, à l'avocat, je peux tout lui confier, lui raconter ce que je veux faire, on va préparer quelque chose et on l'annoncera publiquement quand ce sera prêt. Mais parfois, c'est 5-6 mois plus tard, parce qu'on met 5 ou 6 mois à préparer un PSE. Et comment ça se passe quand vous avez des employeurs qui veulent faire ça de manière très discrète, évidemment pour des raisons d'image, ou au contraire qui veulent aller très vite, et peut-être un peu plus vite que la musique ? Comment vous réagissez, vous, en tant qu'avocat ? Alors, je peux vous raconter une anecdote. J'ai un client qui était venu me voir il y a quelques années. Il était venu me voir en juin. Et il m'avait parlé de son projet et il m'avait dit bon voilà, on voudrait fermer une usine dans le centre de la France parce qu'elle perd beaucoup d'argent, on ne peut pas continuer comme ça, donc on voudrait fermer cette usine et on aimerait que ce soit terminé en septembre. Et on était en juin. Et je lui dis ah bah oui, pas de problème. Vraiment pas de problème. Ah, okay. Et donc il me dit ah bah super, parce que je suis allé voir d'autres avocats qui m'ont dit que c'était beaucoup plus long et je lui dis mais je vous ai pas dit quelle année. Ah. Et ce sera septembre de l'année prochaine. En matière de PSE, il est urgent de ne pas se précipiter. Il est urgent de prendre son temps parce que c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire que on charge, on ajuste, on tire
et ensuite les conséquences arrivent. Et on ne peut pas reprendre la balle qu'on a tirée, la remettre dans le canon et recommencer. On ne peut pas. Donc c'est une décision à un coup, c'est une décision qui part une fois, et ensuite on peut en subir les conséquences quand on est l'entreprise pendant, il y a des contentieux derrière, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc il faut tout préparer à l'avance. Donc ce que je disais avant, on ne peut pas informer le CSE, on doit tout discuter dans une confidentialité totale. Par exemple, l'une des choses qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on donne un nom au projet qui n'a rien à voir avec le projet, avec le nom de l'entreprise. Le nom du projet, c'est pas fermeture du site de Pétaouchnok Tegomifuge. C'est un nom complètement artificiel qui n'a rien à voir avec le sujet, de manière à ce que quand les gens en parlent dans le cabinet d'avocats, quand les gens en parlent chez les prestataires qu'on va faire intervenir en parallèle, quand les gens en parlent à l'intérieur de l'entreprise qui est venue nous voir pour nous demander de mener le PSE, seules les personnes qui connaissent le projet savent de quoi on parle, et les autres ne savent pas de quoi on parle, ils ne savent pas de quelle usine il s'agit, quel site on va fermer, ils ne savent pas. Et ce secret est très très important à garder. C'est un nom de code en fait de dossier pour les seuls initiés. C'est un nom de code pour initiés. En gros, c'est un peu ce qu'on entendait dans le bureau des légendes. Vous n'avez pas à en connaître. Voilà. Donc le projet, il s'appelle n'importe quoi. Il s'appelle Mistral. Il s'appelle Sahara. Il a des noms qui n'ont pas de sens parce que il faut pas pouvoir l'identifier. Donc on travaille dans le secret. On prépare tout. On discute avec le client. On lui propose un certain nombre d'accompagnements. On lui propose de dépenser de l'argent avant le PSE pour que ça lui en coûte moins après. Et c'est pas toujours facile de lui faire comprendre, surtout les étrangers. Je me rappelle un groupe américain qui, il y a quelques temps, nous avait dit bon, alors nous, quand on ferme une usine, c'est simple, on prend la décision le jour J, à J plus 45, l'usine est fermée, tout le monde est parti. Et je lui dis nous, c'est pareil. S'il y a moins de 100 personnes, c'est un tout petit peu plus long parce que c'est 2 mois, mais s'il y a moins de 100 personnes licenciées, ça va durer 2 mois avant qu'effectivement on ait signé ce qu'on appelle le document de PSE, mais c'est 2 mois, c'est 3 mois s'il y a plus de 200 personnes. Bon, il y a différents jalons comme ça, mais c'est assez simple. Mais au moment où le J, où vous avez décidé de fermer, nous, pour arriver au J, il y a probablement 3 ou 6 mois de préparation avant. Donc, en durée, ça a l'air officiellement d'avoir duré 2 mois, mais en fait, il y a 4 ou 6 mois de préparation avant pour que tout soit fait, que tout se passe bien, parce qu'en France, c'est plus compliqué. Et puis après, à la fin des 2 mois, on va effectivement faire partir les gens, mais il peut y avoir des contentieux, il peut y avoir des recours, il peut y avoir des salariés protégés qui partiront beaucoup plus tard parce qu'il faut l'autorisation de l'inspection du travail, donc ça va durer beaucoup plus longtemps. Donc, si je résume bien, un PSE, ça se prépare en amont. Ça demande du temps et il faut que les employeurs prennent le temps de bien préparer ce PSE, d'inclure les élus pour parer à toute... Pas trop tôt, mais oui. Voilà. Et si possible, en gardant le secret jusqu'à ce que ce soit finalisé, bien préparé. Moi, j'ai envie de vous demander, quels sont les risques vraiment pour l'employeur d'un PSE qui partirait mal et qui se déroulerait mal finalement, puisque ces conditions n'auraient pas été respectées et par exemple qu'il n'aurait pas écouté son avocat? Par exemple, oui. Il y a plusieurs types de risques. Je dirais, il y a d'abord le risque contentieux, évidemment, auquel tout le monde pense. Il y a un risque réputationnel, et puis il y a un risque business. Le risque contentieux, c'est assez facile à comprendre. D'ailleurs, en France, on l'a vu avec les dossiers Conti, de Continental, les dossiers Goodyear, où on a eu des contentieux de masse extrêmement importants à la suite de grands PSE, avec des fermetures d'activités complètes, où il y a eu des contestations qui ont duré longtemps et qui ont coûté parfois des centaines de milliers, quand ce n'est pas des dizaines de millions d'euros, aux entreprises qui avaient fermé. Alors, c'est pas parce qu'elles l'avaient forcément mal préparé, mais c'est parce qu'elles n'avaient pas tout anticipé et qu'elles n'avaient peut-être pas voulu se faire accompagner par la totalité des gens qu'il faut. Il ne faut pas que des avocats. Hein, il faut aussi, et c'est le deuxième sujet, il faut aussi des entreprises de communication qui soient spécialisées dans la communication de crise et capables d'accompagner ces entreprises en amont
de faire ensuite du travail avec la PQR, la presse quotidienne régionale, être capable d'aller nourrir les journalistes avec des informations pour pas qu'ils aillent les chercher de façon un peu vagabonde à leur manière. Donc c'est le deuxième sujet, c'est le risque réputationnel, c'est-à-dire en dehors du risque contentieux auquel tout le monde pense, le risque réputationnel est énorme. Et je pense à une affaire dont on s'est occupé où l'entreprise qui nous avait demandé d'intervenir et de fermer une activité avait, avec l'État français, des contrats qui portaient sur d'autres entreprises qu'elle avait aussi en France. Et en fait, l'entreprise de communication de crise qu'on avait choisie nous a dit... Elle a arrêté en quelque sorte, elle a ralenti le process en disant on n'a pas traité, ils ont découvert dans la discussion qu'il y avait d'autres filiales qui avaient des activités en France, mais qui avaient des activités en France pas avec des consommateurs qui n'auraient jamais entendu parler de la fermeture de l'usine, avec l'État français qui forcément entend parler de la fermeture de l'usine, parce que toutes ces informations-là remontent jusqu'au ministère du Travail. Et donc, d'autres entreprises de ce groupe travaillaient avec l'État français, pour l'État français. Et donc, la société de communication a arrêté l'opération en disant « Attendez, on va d'abord aller discuter avec l'État français pour éviter le risque réputationnel, parce que si on ferme cette entité, j'allais dire comme des sauvages, mais bon, c'est comme je m'appelle Nicolas Sauvage, j'hésite toujours à utiliser cet adjectif, mais si on ferme cette entité comme des sauvages, il va y avoir des répercussions sur les contrats que vous avez pour vos autres entités en France avec l'État français, qui en quelque sorte, c'est pas exactement le verbe qu'il faut utiliser, mais va se venger. En tout cas, va faire payer la manière un peu violente de fermer cette unité en France. Donc ça, c'est le deuxième risque, le risque réputationnel. Et puis le troisième risque, c'est le risque business. Parce que, et il faut vraiment avoir ces trois risques en tête, le contentieux, la réputation et le business. Le risque business, c'est très lié au RH, mais c'est lié aussi au business. C'est lié au RH parce que si on a été trop violent dans la manière de procéder à ce PSE, on va mettre d'abord les salariés qui restent, ceux qui partent, ils ne peuvent plus rien faire, mais ceux qui restent, on va les mettre dans un état de sidération, et ensuite on va les mettre dans un état de dépression. C'est-à-dire que les gens vont être vraiment déprimés, mais au sens pathologique du terme. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se dire, c'est nous les prochains. Donc quand on ferme complètement une usine, il n'y a pas de sujet de mettre les gens en dépression, de toute façon tout le monde est parti. Donc ils sont tous déprimés et ils cherchent un job. Quand on ferme partiellement, quand on fait un PSE, qu'on réduit une entreprise, c'est est-ce que vous êtes sûr que vous l'avez réduit assez cette fois ? Parce que si vous recommencez un PSE dans 2 ans, les gens qui restent vont se dire c'est à notre tour dans 2 ans. Donc il y a un effet de projection dans le futur pour les salariés, ça les déprime et on le voit dans le business, ils ne travaillent plus ou ils travaillent moins bien. On voit par exemple dans les usines, les vraies usines, je ne parle pas de bureaux, dans les usines on voit le taux d'accidentologie qui monte parce que les gens sont déprimés, ils réfléchissent moins, ils font moins attention, ils sont plus engagés dans l'entreprise parce qu'ils se disent de toute façon un jour on va se faire sortir. Donc il faut faire très attention à ce risque-là. Ça, c'est le risque business RH. Et puis il y a un autre risque, le deuxième aspect du risque business, donc on déprime les gens, mais on peut inquiéter les fournisseurs et les clients qui se disent, ils sont en train de compresser les effectifs, ils vont finir par s'arrêter. Et quand on est, par exemple, un client d'une usine qui fabrique, je ne sais pas moi, des vilebrequins, on se dit, mais en fait, je vais bientôt plus avoir de fourniture de vilebrequins. Donc, où est-ce que je vais me procurer mes vilebrequins ? Parce que là, tel que je vois ce qui est en train de se passer, ils compressent. Et moi, j'aurai plus de vilebrequins. Donc, où est-ce que je vais aller les chercher ? Et donc, on peut avoir une fuite des clients qui se disent, par avance, en anticipant, en fait, cette boîte va s'arrêter. C'est très, très important. On le voit aussi en B2C, où les gens, où les consommateurs entendent parler d'une entreprise qui ferme. Alors, il y a les phénomènes de boycott, mais indépendamment du phénomène de boycott, il y a un phénomène de fuite des consommateurs ou des clients qui partent ailleurs en anticipant la fermeture imminente ou les problèmes qu'il va y avoir dans cette entreprise qui ne donnera plus le service qu'elle donnait avant parce qu'on a compressé les effectifs. On le voit dans les banques de détail aujourd'hui où on a beaucoup compressé les effectifs depuis des années et le service dans les banques de détail s'est complètement effondré au profit d'un autre style de banque qui sont les banques en ligne.
Vous aviez parlé tout à l'heure de cette dépression qui guette les salariés qui ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés, ni si même ils vont faire partie de ce plan social, et de la communication interne et du risque réputationnel, y compris en interne. Est-ce qu'il n'y a pas une manière pour l'entreprise d'embarquer son CSE ou les syndicats sans justement se faire déborder par ce marasme ambiant et les conséquences internes qui pourront en découler? Il y a une manière dans une situation. Je vais prendre celle dans laquelle il n'y a pas de manière. Quand on ferme totalement, la cessation totale d'entreprise, la cessation totale d'activité, qui est d'ailleurs un des cas visés par la loi pour faire un PSE, évidemment ne laisse absolument aucune place à la discussion, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a plus rien à négocier, puisque de toute façon tout va s'arrêter. Et donc, si tout s'arrête, les gens n'ont plus rien à perdre. S'ils n'ont plus rien à perdre, il n'y a plus de négociation, tout est paroxystique. La situation dans laquelle on peut négocier et embarquer les gens, etc., comme vous décrivez, c'est la situation où on compresse les effectifs pour sauver l'entreprise. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, on donne un espoir, mais ça reste très humain tout ça. On donne un espoir. On dit aux gens, voilà, vous êtes 300, il va falloir qu'on fasse partir 80 de vos collègues parce que la boîte fait moins de chiffre d'affaires, etc. Mais c'est 80 qui s'en vont et on garde les 220 et on espère arriver à redresser la chose et à garder tout le monde pendant des années. Ou dans 1 an et demi, on arrête la boîte et c'est 300 personnes qui perdent leur emploi. Donc il est là le jeu, mais c'est pas du mensonge, c'est pas de la manipulation, c'est souvent vrai et c'est souvent difficile à expliquer. Parce que, évidemment, le retour du syndicat, c'est de dire « mais quelle garantie vous nous donnez qu'on était 300, vous en enlevez 80, mais quelle garantie vous nous donnez que vous n'allez pas en enlever 80 l'année prochaine et puis 80 l'année d'après, puis qu'en fait ça va s'arrêter quand même ». Et là, on a une vraie nécessité d'arriver à bien connaître les influenceurs dans l'entreprise, ceux qui sont vraiment on appelle ça les stakeholders avec cet horrible anglicisme, mais disons ceux qui sont capables les meneurs, quoi, les leaders d'opinion. Il faut aller voir les leaders d'opinion. C'est encore un anglicisme d'ailleurs, mais enfin, leader, c'est plus accepté aujourd'hui. Et il faut arriver à créer un lien de confiance avec eux en leur disant non, ça c'est vrai. Si je vais sur ce plan-là, vous me faites penser à quelque chose. Quand on est avocat aux côtés d'un employeur, donc vous les employeurs qui allez regarder cette vidéo, il y a une chose qui est vraiment importante à savoir, c'est qu'il ne faut pas saucissonner l'information qu'on donne au cabinet d'avocats. Ce que j'appelle saucissonner, c'est dire au cabinet, voilà, on voudrait fermer cette activité-là, et puis on oublie de lui dire la fin de la phrase, mais c'est totalement délibéré. On se dit, si je lui parle du fait que je vais fermer ça, mais que l'année prochaine je vais fermer ça, ça et ça, il va vouloir s'occuper de tout, il va vouloir être omnipotent, il va vouloir nous facturer plein d'honoraires. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des clients, mais ça m'est arrivé de nombreuses fois qu'on me dise, voilà, on voudrait fermer cette activité-là, et je découvre derrière qu'ils ont déjà prévu de réduire le personnel là, de fermer là, de fusionner 2 activités, d'en racheter une autre, de vendre un morceau. Et du coup, c'est pas du tout la même chose parce qu'on crée une relation de confiance avec un syndicat, avec des syndicats, avec les autorités locales, le préfet, en disant voilà, on ferme ça, mais l'entreprise, le groupe va continuer à avoir des employés en France. Et là, paf, coup de poignard dans le dos, on découvre dans la presse quelques mois après que le groupe pour lequel on s'est battu et où on a expliqué qu'il fallait faire les choses convenablement et en accord avec les autorités locales, a en fait décidé de faire des opérations ailleurs en France qui vont avoir le même impact avec des compressions d'effectifs ou même des fermetures. Et évidemment, jamais de la vie, nos interlocuteurs, donc le préfet, le maire, le sénateur, le député du coin, va nous croire qu'on ne le savait pas, qu'il allait se passer autre chose d'aussi gros ou de pire ailleurs. Et donc, en fait, nous, on est décrédibilisés, mais ce que ne comprennent pas forcément les clients, c'est qu'eux aussi sont décrédibilisés. C'est-à-dire quand ils ont fait le coup une fois, l'État français, c'est pas des personnes humaines, c'est une énorme organisation qui n'oublie jamais. Donc si on fait un coup de Trafalgar à l'État français,
coût que nous allons porter, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Donc l'employeur nous dit, voilà, je vais fermer ça, on va voir les autorités, on va voir l'État français, on dit, voilà, on va faire ça, mais on va le faire bien, ça va s'arrêter là, le groupe continue à avoir des employeurs, etc. Et que quelques mois après, ou même quelques années après, on voit quelque chose qui est en train de se passer de l'autre côté, où l'employeur, le groupe concerné, finit de fermer ses activités, etc. Alors là, les rapports papier qui ont été faits et qui sont remontés au ministère du Travail, ils ressurgissent et le ministre ou son conseiller spécial aux restructurations nous convoque pour les autres affaires ultérieures en disant il y a quelques années, vous m'aviez dit que vous fermiez là, mais que vous garderiez toutes ces activités en place. Et là maintenant, vous êtes en train de m'expliquer le contraire. Vous vous moquez de moi. Et vous m'avez menti. Et le « vous m'avez menti », c'est vraiment la situation la pire dans laquelle on peut se trouver. Ça met à mal la raison du licenciement collectif, en fait. Alors, ça n'a pas forcément d'impact, et puis c'est souvent trop tard, parce qu'un licenciement collectif, ça peut se contester pendant 1 an après la rupture des contrats de travail. Donc c'est souvent trop tard quand le reste des informations apparaît. Mais là où vous avez raison, c'est que on fait un PSE, ça déclenche des contentieux. Tant que les contentieux sont en cours, ils vont se nourrir de l'actualité ultérieure. C'est-à-dire que, on nous avait dit qu'on faisait ça parce qu'il se passait autre chose dans le groupe, mais finalement, c'est pas du tout ce qui a été prévu. Regardez, ils ont fait ça dans le groupe ailleurs, ils ont fait ci, ils ont transféré les machines, ils avaient des machines à un endroit, ils ont fermé une activité en disant non, mais c'est pas du tout rentable, donc on arrête. Et puis en fait, les machines qui étaient là, paf, on découvre qu'en fait, elles ont été transférées dans une autre usine ou à l'étranger. Et donc là, on perd toute crédibilité. Une fois qu'on a perdu toute crédibilité, c'est très, très compliqué de remonter le courant. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que même si le PSE a été homologué, c'est pas pour autant qu'il n'y a plus de risque pour l'employeur. Ah oui, alors là, ça c'est une très bonne question que souvent les employeurs se posent et sur laquelle ils ont une fausse croyance. Le PSE, il y a 2 manières de le faire. Soit on le fait par accord, c'est-à-dire qu'on discute avec les syndicats, on se met d'accord sur les mesures, on signe ensemble ce qui est un accord collectif. C'est vraiment un accord entre les syndicats dans l'entreprise et la direction. Et on soumet ça à l'homologation de l'inspection du travail, qui a des noms différents en France selon qu'on est en Île-de-France ou ailleurs, mais peu importe, à l'inspection du travail, en pratique au ministère du Travail. Soit on n'arrive pas où on ne peut pas entrer dans une situation d'accord collectif, donc ce qu'on appelle un accord PSE. Bon, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles ça n'arrive pas. Et dans ce cas, on va faire ce qu'on appelle un PSE unilatéral. Donc c'est une décision de l'employeur qui est descendante. C'est l'employeur qui décide toutes les mesures qu'il met en place. Évidemment, on accompagne l'employeur pour que les mesures ressemblent à ce qu'on sait que va attendre l'inspection du travail. Mais là, pour le coup, le document qui n'a pas été négocié ou qui n'a pas pu être négocié avec les syndicats va se retrouver sur le bureau de l'inspection du travail qui, là, va le valider. C'est pas tout à fait la même chose. Et elle va le regarder avec au microscope électronique parce qu'il n'y a pas eu l'équilibre qu'on peut attendre entre une direction et des syndicats, et ça a été descendant de la part de l'employeur. Donc l'inspection du travail est beaucoup plus méfiante. Les délais sont globalement les mêmes, donc ça ne va pas changer quoi que ce soit au délai, mais pour répondre à votre question, c'est pas parce qu'on a fait un accord qu'il a été homologué, c'est pas parce qu'on a fait un unilatéral qui, pareil, a été validé, homologué, peu importe, le mot ne change pas grand-chose, mais en revanche, l'attitude de l'administration diffère. C'est pas parce qu'on a fait ça, c'est pas parce que les salariés n'ont pas contesté le PSE, puisque le PSE en lui-même peut être contesté indépendamment de leur licenciement. Alors c'est un peu compliqué, ça passe par la voie administrative et non pas la voie judiciaire, mais bon, peu importe. On peut faire annuler un PSE par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État. C'est pas parce qu'on n'a pas attaqué le PSE que les salariés, individuellement, ne peuvent pas attaquer leur propre licenciement pour motif économique, qui est le motif économique qui est dans le PSE. Donc, c'est vraiment... beaucoup d'employeurs croient qu'une fois que c'est signé, c'est bon, il n'y aura pas de problème. En fait, pas du tout. Et la raison est simple. C'est que quand on est sur un plan social, un PSE, on a un motif économique qui est valable pour tout le monde.
Mais ensuite, il y a d'autres choses pour procéder à des licenciements économiques qui sont des aspects techniques un peu compliqués. Alors, exit le sujet particulier de la cessation totale d'activité, mais si on a simplement compressé les effectifs, on a une particularité en France qui s'appelle l'obligation de reclassement. Et l'obligation de reclassement qui vient au moment où on est dans le processus du plan social, jusqu'au moment où finalement, n'ayant pas trouvé de reclassement, on va licencier les gens. C'est une obligation qui n'existe pas ailleurs dans le monde. La même obligation n'existe pas. Elle existe en filigrane dans les pays nordiques, mais d'une manière plus morale que légale. Nous, c'est légal. Et donc ce reclassement, c'est obligatoire. Vous êtes en train de me dire que on va éviter au maximum de licencier les gens, essayer de les reclasser dans la même entreprise ? Oui, alors dans la même entreprise ou dans le groupe en France. Alors à une époque, c'était dans le groupe à l'étranger, donc ça occasionnait des propositions complètement délirantes de gens qui étaient à Romorantin et qui ont proposé le même job à New Delhi, avec évidemment un salaire en proportion. Hein. Donc évidemment, pas grand monde acceptait d'aller travailler comme opérateur sidérurgique à New Delhi. Donc heureusement, ça c'est fini. Mais en revanche, le reclassement doit se faire à l'intérieur du territoire français. On peut même améliorer ça par des accords qu'on peut signer avant des PSE. Enfin, quand on en est à faire le PSE, c'est trop tard pour signer ce genre d'accord, mais en tout cas, le reclassement doit se faire à l'intérieur du territoire français, dans toutes les entreprises du groupe en France, où les gens, où les salariés de l'entreprise concernée peuvent être transférés avec ce qu'on appelle une permutabilité facile, c'est-à-dire des gens qui font un métier qui ressemble de manière assez proche au métier que font ceux de la filiale sœur et où il y a 3 postes disponibles, par exemple. Et donc ça, c'est une obligation si on ne la respecte pas, si l'employeur ne la respecte pas. Le licenciement des salariés qui lèveraient la main en disant moi, on ne m'a pas proposé un poste de reclassement qui était à 40 km exactement dans le même type de job que ce que je faisais, vous ne me l'avez pas proposé alors je sais qu'il était vacant. La conséquence de ça, c'est le licenciement abusif avec des dommages et intérêts, comme s'il n'y avait pas eu de motif. Alors que même qu'on a un très très beau motif économique qui tient à la colle forte, la conséquence de ne pas avoir cherché de manière sérieuse un reclassement, c'est un licenciement abusif et des dommages et intérêts. Merci pour ces précisions. Est-ce que vous avez un exemple de PSE qui a été une vraie réussite et pourquoi ça a été une réussite ? Est-ce que vous avez vécu ça dans votre vie professionnelle d'avocat ? Bon, alors je vais répondre par une pirouette. Un PSE vraiment réussi, c'est un PSE qu'on ne fait pas. Parce que moi, ça me fait mal au cœur de supprimer les jobs de mes concitoyens. Et j'ai toujours le réflexe d'essayer d'éviter ça. Je peux vous raconter un PSE qui s'est bien passé. Et il s'est bien passé pour la raison que je vais vous dire. Une entreprise étrangère vient nous voir et nous demande de fermer une entité en France et de calculer le coût de fermeture totale, y compris le site, remettre tout à plat, terminé, plus de murs, plus d'usines, plus de salariés, plus de stock, plus rien. Et cette entreprise elle nous demande donc un calcul. Donc on lui dit, on va vous faire le calcul, mais avez-vous pensé à vendre cette activité ? C'est aujourd'hui obligatoire depuis la loi Florange, quand on va fermer complètement une activité, d'aller chercher un repreneur. Mais même quand on va le chercher, on peut aller le chercher sans le chercher, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Et donc on a interrogé ce groupe en lui disant « Est-ce que vous avez pensé à vendre ?» Et avec une certaine agressivité, je me rappelle encore, l'avocate de mon équipe avec qui j'étais venu était absolument blême devant l'agressivité de ce client potentiel, qui n'était même pas client. Il nous a été répondu, c'est pas pour ça qu'on vous fait venir, on vous demande pas votre avis pour vendre, on peut pas vendre, on a essayé, ça marche pas, occupez-vous de nous dire combien va coûter la fermeture. Comme je suis indépendant et que je ne suis pas un salarié, j'ai répondu les yeux dans les yeux au directeur financier américain, en l'espèce, qui me disait ça. Je lui ai dit, même si ça vous plaît pas, je vais quand même chercher cette possibilité-là, parce que
En premier lieu, vous m'appelez comme avocat, mais je réagis aussi en premier lieu comme citoyen français, et ça me dérange de fermer une usine sans chercher de façon sérieuse à savoir si quelqu'un d'autre serait capable de la faire tourner. Vous n'y arrivez pas, mais peut-être est-ce en raison du fait que vous êtes un groupe mondial, que vous êtes dans une situation avec des exigences particulières qui ne seraient pas celles d'un repreneur local, d'une PME française que ça intéresserait, enfin que sais-je. Donc il était très très fâché contre moi, et en sortant, ma collaboratrice à l'époque m'avait dit bon bah Nicolas, ce dossier on va pas l'avoir, hein, parce que comme vous lui avez tenu tête, on l'aura pas. Et en fait, 2 semaines après, ils nous ont rappelé, ils nous ont confié ce dossier. Et ils nous ont confié le dossier pour fermer l'usine. Et donc en parallèle de ce que m'a demandé ce groupe, j'ai mené, en discutant non plus avec le directeur financier qui était très bouché, mais avec le président Europe de ce groupe, et qui lui était d'accord sur le principe parce que ça le dérangeait quand même un peu de fermer l'entité. On a mené des discussions avec des investisseurs qui pouvaient être intéressés, et le résultat des courses, c'est que, au lieu de licencier 220 personnes et de fermer une usine qui était le plus gros employeur du coin, on était vraiment au milieu de la France, eh bien, nous avons vendu l'activité à un groupe, un petit groupe, qui était très intéressé à la reprendre et qui a conservé 90% des salariés, et l'usine tourne toujours, parce que sur l'autoroute, en passant de temps en temps, je la vois, elle est le long de l'autoroute, au milieu de la France, et je la vois qui continue à tourner. Ça me fait plaisir de me dire que, en tenant tête à un bonhomme étranger qui voulait rien entendre, j'ai réussi à sauver 220 postes, alors que mon métier, c'est de défendre les employeurs. Mais c'est aussi ça, savoir écouter son avocat, c'est que si on vient voir un avocat pour un sujet aussi compliqué, aussi difficile, aussi douloureux qu'un PSE, il faut être capable d'entendre une autre manière de traiter le sujet. Et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à fait au début de cette interview. Vous avez parlé du licenciement boursier, et je ne vous ai pas vraiment répondu. On entend des gens parler de licenciement boursier. Il y a des licenciements boursiers, les employeurs font des licenciements boursiers. Bon. Alors en fait, c'est pas vrai. Mais c'est vraiment pas vrai. Le PSE, qui est dans le licenciement boursier, c'est le PSE boursier. Le PSE, quand il a pour effet de compacter la masse salariale. Les marchés financiers, ce qu'ils regardent, c'est le futur des profits d'un groupe. Alors évidemment, si on compacte la masse salariale à un moment T, mécaniquement, ça va faire augmenter le résultat à chiffre d'affaires égal. Ça va faire augmenter le résultat à la fin de l'exercice. Donc mécaniquement, ça va augmenter potentiellement les dividendes. Donc mécaniquement, les marchés financiers se disent c'est bien parce que du coup, il y aura plus d'argent, donc je peux acheter cette action-là, et s'il y a plus de gens qui l'achètent, le prix monte. Et les gens qui parlent des licenciements boursiers confondent la cause et la conséquence. Et ils regardent la conséquence en pensant que c'est la cause. Mais il n'y a pas de groupe, et c'est pas de la candeur, c'est pas de la naïveté ce que je vous dis là. Il n'y a pas de groupe qui licencie pour faire monter son action. Ça, c'est pas vrai. Il y a d'ailleurs eu une étude très intéressante qui a été faite par une espèce de think tank américain sur ce sujet-là, parce que il y a la même croyance aux États-Unis. C'est que quand on fait ça, effectivement, le cours monte, mais au bout de 15 jours, il est redescendu là où il était avant. C'est-à-dire qu'en fait, l'emballement s'est éteint. Il n'y a pas un cours qui continue à monter. Ou s'il continue à monter, c'est pour d'autres raisons. Mais la montée du cours, elle n'est due que très temporairement, pendant quelques jours, à l'annonce qu'il va y avoir des compressions d'effectifs. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que si je compresse les effectifs, à moins qu'il y ait des gens payés à ne rien faire, ce qui dans le privé n'existe pas tellement, si je compresse les effectifs, je vais mécaniquement avoir 2 effets. Je vais peut-être compacter un tout petit peu mon chiffre d'affaires, et je vais forcément dégrader quelque chose. Je vais dégrader le service au client après-vente, je vais dégrader le service commercial, je vais dégrader la prospection pour dans 2 ans. Mécaniquement, on va dégrader quelque chose. Alors évidemment, les gens qui font ça, ils font le pari que ça va par ailleurs augmenter autre chose qui va compenser la dégradation. Mais quand on regarde sur la durée, une entreprise qui fait des opérations comme celle-là,
elle finit toujours par se casser la figure. Il n'y a pas de contre-exemple sur le sujet. Et quand on entend dire que des grandes entreprises comme Google ou Facebook ont compressé leurs effectifs parce qu'il y a de l'IA qui arrive et que ça va probablement remplacer un certain nombre d'activités, c'est tout à fait possible, mais en fait, ils vont réembaucher derrière. Donc, ils n'embaucheront pas tout de suite, mais ils réembaucheront. Une entreprise qui compacte, elle finit par s'éteindre. Dernière question, Nick. Si demain un dirigeant envisage un PSE, quelles sont les 3 premières choses qu'il doit faire tout de suite? La première, c'est évidemment, je ne vais pas vous surprendre, aller voir un cabinet d'avocats qui a l'habitude, qui a l'expérience, pour pas essuyer les plâtres tout seul. Donc, être accompagné. La deuxième, c'est non seulement aller voir ce cabinet d'avocats, mais accepter de s'entourer d'autres professionnels qui sont absolument indispensables. J'ai parlé tout à l'heure des communicants de crise, mais il y a aussi les gens qui s'occupent de bien faire le reclassement des salariés. Il y a le cabinet de stratégie qui est capable de faire une analyse du motif économique qui va permettre le PSE. Il y a pas mal de gens. Il y a les gens qui font la revitalisation des bassins d'emploi. Il y a les gens qui sont spécialisés dans la dépollution de sites. Donc on a besoin pour faire un PSE de pas mal de gens autour. Et donc, il faut accepter, c'est d'abord l'avocat qui va mener l'opération, mais il faut aussi s'entourer de ces autres types de consultants qui sont experts dans leur domaine et dont on ne peut pas se passer. Et ça ne s'invente pas. Ce qu'ils savent faire ne s'invente pas. Et troisième chose, se poser, faire une journée au vert avec les équipes en se disant, on est en train de prendre une décision grave. Est-ce qu'on a absolument exploré toutes les autres possibilités qui permettraient d'éviter ça? Une entreprise, son kiff, c'est d'embaucher, c'est de grandir, c'est de se développer. C'est certainement pas de licencier les gens. Ce troisième élément est très très important et pas souvent entendu. En tout cas, pas de la part d'avocats, d'employeurs comme moi, qui peuvent se dire « super, un plan social, je vais gagner de l'argent ». Non, il faut arrêter le client en lui disant « est-ce que vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez faire? Est-ce que vous avez tout examiné, toutes les autres possibilités pour éviter d'en arriver là ?» Parce que c'est toujours un drame. C'est un drame humain, mais c'est un drame économique, c'est un drame pour le territoire concerné, c'est un drame. Très bien. Donc, ce que je retiendrai pour un bon PSE, c'est d'être bien accompagné, d'écouter les conseils des différents intervenants professionnels, consultants, avocats et autres, se poser, réfléchir et se rappeler qu'un PSE bien préparé coûtera toujours moins cher qu'un PSE qu'on fait à la va-vite en voulant économiser. C'est une très bonne conclusion. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Sauvage. Merci.